Ça fait ça, les autres ateliers, ils terminent à 1h30 aussi ou à 20? Terminé à 20, mais tu vois, il y en a qui, Ben oui, à le temps 20, qui... il leur reste quelques petites choses à dire, là. Ben oui. Donc, Bonjour Caroline! Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, content de te voir. Oui, pareillement. Tu étais dans quel atelier avant? Amplifier la voix des élèves. J'ai animé l'atelier avec des collègues puis des élèves. Oh oui! Alors, Ça a je viens bien de sortir été? de l'atelier. Je peux relaxer en tant que participante. C'est moi qui vais parler, là. ça a super bien été. Ah, super, je suis Oui, certaine. c'était agréable. Je vais aller chercher mon cahier de notes. Vas-y, vas-y. Bonjour, Monsieur Lanville. Ça va être en toute intimité, je pense. Bonjour Sandra, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. On va commencer dans 1 minute. Ben, Denis, je commence-tu à 1h30 pile? Ouais, ben, je vais juste dire un petit mot, je vais te présenter, puis on va OK, lancer good. tout ça. C'est bon. Il y a peut-être d'autres gens qui vont se brancher avec une petite minute de retard, là, mais ça va être commencé. Pas de souci. Donc, il est 13h30. On voudrait vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de Laurie Couture qui va nous parler de conception universelle de l'apprentissage. Je vous présente Laurie. Donc, Laurie carbure à l'accompagnement professionnel et à la créativité. D'abord enseignante de français et d'univers social au secondaire dans la région de Chaudière-Appalaches, au Québec. Elle est maintenant conseillère pédagogique à l'école branchée, ce qui lui permet de nourrir ses passions au quotidien et de constamment repousser ses limites. Son intention, faire briller les acteurs du milieu de l'éducation pour qu'ils se sentent bien, confiants et stimulés. Donc, Laurie, à toi la parole. Hey, j'ai oublié de mettre ma pin de l'école branchée. Tiens, ça y est, je suis identifiée. Voilà. Hey, merci Denis pour la belle présentation. Bon après-midi tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je sais qu'on voit déjà mon écran avec la conception universelle de l'apprentissage. Bravo de venir écouter encore quelque chose là-dessus. J'espère vous amener quelque chose de différent. Donc, on va y aller rapidement. Je vous inviterai à prendre un 5 minutes, papier, crayon, puis avec juste des images, me dire c'est quoi pour vous la conception universelle de l'apprentissage. Donc, papier, crayon, juste des images, 5 minutes, c'est parti. Après ça, je veux voir ce que vous allez faire. Puis, il faut juste que ça soit des dessins, pas de mots. Papier, crayon, personne ne va sur l'ordi. Bonjour tout le monde qui vient de se joindre à nous. Pas eu le temps de leur dire bonjour. Allô, Hélène Pascal. Bonjour. C'est beau, vous pouvez arrêter. Arrêtez tout de suite. Maintenant. Pensez-vous sincèrement, j'allais prendre 5 minutes, 50 minutes pour vous faire dessiner des images de ce que vous avez de la conception universelle de l'apprentissage? Pas du tout, en fait. On va casser ça, là. C'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout optimal, on s'entend. Pourquoi c'est pas optimal de faire ça comme ça?
Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Pourquoi, là? Parce que je ne sais pas dessiner. OK, tu ne sais pas dessiner. Après ça, pourquoi ça ne serait pas optimal? Ouvrez vos micros. J'aime mieux prendre 5 minutes pour jaser que de faire des dessins. Peut-être que j'aimerais mieux parler ou bien Hein? que T'aurais mieux, dessiner. t'aurais aimé mieux que Écrire. je te le demande, là? Ouais. On est-tu à distance? Parce que j'ai pas compris la consigne, parce que je suis arrivée en retard, je suis désolée. C'est bon. En fait, tu sais, c'est un peu l'idée là, de la conception universelle de l'apprentissage, c'est de faire en sorte que nos élèves ou les personnes qu'on accompagne, parce que vous êtes dans une posture d'accompagnement, se sentent pas perdus, désorientés ou encore perplexes face à ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, c'est de faire en sorte qu'on va créer un environnement où tout le monde va être capable d'apprendre sans sentir de pression. Là, moi, j'arrive ici après-midi, vous venez de vous taper la moitié d'une journée en formation en ligne. Puis là, je suis là, dessine, juste des dessins, tu as tant de temps, on est à distance. Puis là, j'étais là, c'est quoi? Vous allez me montrer vos dessins dans la caméra comme ça, puis on va vous donner une note, tu sais. C'est zéro style conception universelle de l'apprentissage, puis c'est zéro moi aussi. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est... J'essaye de ne pas être ennuyeuse, en tout cas. Donc, c'est juste pour mettre la table de dire à quel point, des fois, on sous-estime à quel point une consigne ou une directive qu'on va donner ou qu'on va recevoir, des fois aussi, peut être contraignante pour rien. Si on part et si on recommençait, moi, je suis ici, on va demander de venir vous faire une conférence de 50 minutes au sujet de la conception universelle de l'apprentissage. On s'entend, moi, je m'adresse à des conseillers pédagogiques, donc vous savez pas mal tout c'est quoi ce beau principe de conception universelle de l'apprentissage-là. Ça a ses lettres de noblesse, on sait que c'est bien beau. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que les gens qu'on accompagne le transfèrent dans la salle de classe, que les élèves puissent sentir qu'ils ont l'espace pour apprendre, puis que toutes les fameuses contraintes qu'il y a dans l'horaire d'un prof soient plus nécessairement des freins, mais plus des leviers pour que chaque élève soit capable d'apprendre. Fait que si on recommençait du début, moi, je veux savoir pour vous, mon objectif, c'est de savoir c'est quoi votre conception de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, ça, c'était mon objectif à la base. Pour savoir c'est quoi cette conception-là que vous avez, j'aurais pu faire plein d'autres choses qu'un dessin. Hein? On est en ligne. J'aurais pu faire un questionnaire style ou clap ou encore avec des réactions. Hein? On est sur Teams, là, fait que j'aurais pu vous demander, OK, ceux qui pensent que la conception universelle de l'apprentissage, c'était une mode, faites-moi un pouce. Donc, tu sais, puis que ça n'existe pas, ben, j'aurais pu, tu sais, y aller de cette façon-là. Donc, je me serais adaptée à l'environnement dans lequel on est puis aux gens avec qui je suis. Est-ce que c'est pertinent pour moi de demander à des conseillers pédagogiques de faire des dessins de la conception universelle de l'apprentissage? Zéro. Donc, le chemin à faire pour me rendre à mon objectif doit être adapté aux gens avec qui je travaille. Là, ici, est-ce que vous êtes des conseillers pédagogiques qui sont tous dans les mêmes matières? Probablement pas. Dans les mêmes conseils scolaires? Probablement pas. Et par le fait même, vous n'avez pas le même genre de clientèle, les mêmes contraintes. Il y en a qui se ressemblent. Mais à la base, vous n'avez pas au quotidien les mêmes défis. Fait que ça serait ridicule de penser que la consigne va rejoindre tout le monde. Si je vous avais laissé de l'espace, si je vous avais dit, moi, aujourd'hui, pour commencer, j'ai besoin de savoir c'est quoi que vous avez présentement comme conception de la conception universelle de l'apprentissage, qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent? Tantôt, on m'a dit, j'aurais aimé prendre la parole. Sandra m'a dit qu'elle n'aimait pas dessiner, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, t'aurais-tu été habile pour me l'écrire dans le clavardage? J'aurais pu vous laisser discuter entre vous aussi. Donc, si je vous laissais de l'espace de dire, moi, je veux savoir, c'est quoi votre conception, la conception universelle de l'apprentissage, je vous ai mis un questionnaire ici, mais vous pouvez aussi me l'écrire dans le clavardage ou prendre la parole. Si je vous avais laissé de l'espace comme ça, est-ce que ça m'aurait pris plus de temps? Non. Est-ce que je... les petites... ils ont détecté mes enfants dans mon écran. J'ai un TDA, hein, fait que c'est le genre de choses qui me défocusent bien raide. J'ai... Sandra rit. Non. Donc, j'aurais probablement réussi à atteindre mon objectif. J'aurais réussi à savoir exactement c'est quoi cette conception-là. Puis, tout le monde se serait senti plus intégré. Est-ce que ça m'aurait pris plus de temps?
Non, ça aurait pris le même nombre de temps, c'est juste que vous n'auriez pas pris le même chemin pour vous rendre à l'objectif que je vous ai donné. Et en quoi ça l'a rendu ma tâche plus difficile? C'est un peu d'amener les enseignants dans cette réflexion-là. Fait que pour recommencer, une bonne conférence commence toujours par une présentation. Je m'appelle Laurie, on l'a dit au début. Je suis enseignante de français d'univers social de formation. Univers social, c'est histoire géo au Québec. On a mis ça ensemble, on appelle ça univers social. Je suis passionnée des humains. J'aime aussi beaucoup le croquis-notes, tout ce qui est pensée visuelle. Mon objectif aujourd'hui, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai pas la prétention de penser que j'ai trouvé la solution pour que là, tous les élèves de toutes les classes se sentent vraiment bien et capables, volant de leurs apprentissages. J'ai plus l'idée de vous apporter des angles d'approche ou encore des perspectives différentes pour vous aider à aborder ces fameux concepts-là avec les enseignants que vous accompagnez, avec les profs, avec les autres conseillers pédagogiques, sans nécessairement toujours nommer la conception universelle de l'apprentissage. Mais tu sais, juste quand quelqu'un est devant une problématique qui sous-entend le fait que dans son groupe, c'est tous des élèves qui ne sont pas au même niveau et qui ont des besoins différents, bien que les fameux principes de la CUA peuvent être appliqués dans ce genre de domaine-là, puis qu'après ça, bien, ça vous fait des angles et des perspectives. Je ne viens pas vous former sur la CUA. Inquiétez-vous pas. On va essayer de trouver des façons différentes que vous puissiez donner des outils aux gens dans votre milieu. Et là, ben, pour m'aider, j'aurais besoin de savoir, dans le clavardage, en ouvrant votre micro, je vois votre nom, mais je ne sais pas du tout, vous êtes conseiller, conseillère pédagogique dans quelle matière et vous êtes dans, ben, dans quelques-uns, je vois vous êtes dans quel conseil scolaire, puis ce que vous venez chercher, vous, cet après-midi. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir vous lire ou vous entendre sur le rôle que vous avez plus précisément dans quelle matière et ce que vous espérez venir chercher cet après-midi. Puis je vais prendre le temps parce que ça va m'aider à orienter le reste. Okay, on va cliquer sur X là-dessus. Si jamais vous voulez prendre la parole. Salut Justin! Salut, je vais commencer. Moi, je suis CP en numératie de la 4e à la 9e en Ontario pour le CPO. Moi, ce qui m'a intrigué le plus dans la description, c'était le mot amuse. J'ai toujours eu on va dire un penchant pour ajouter un aspect ludique à mon enseignement. Puis c'est ce que j'ose espérer que je fais avec les enseignants que j'accompagne. Oui, en mathématiques, mais au plan large aussi. Parfait, super. On y va. Quand l'intelligence s'amuse, c'est tiré de la fameuse citation d'Albert Einstein. Donc, de la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse parce que c'est la porte que je vais utiliser avec vous, la créativité aujourd'hui. Merci, Justin. Donc, bienvenue, contente que tu sois là. Nathalie, OK, conseil scolaire catholique Nouvelon. Littératie, mon avenir. Sandra, tu travailles avec Vicky Marcotte? 7e à la 9e. Oui, on s'est rencontrés l'an passé au congrès du sommet numérique. Oui. Ben, c'est ça, ton visage me dit quelque chose. C'était peut-être dans l'atelier sur Canva? Oui. OK, cool! Puis je suis allée voir votre gang aussi à votre kiosque des exposants. Oui, on est facile à trouver, hein? On parle fort. Bienvenue tout le monde, que je prends le temps de vous lire. Super. Entendre parler de CA sous une nouvelle perspective, merveilleux, c'est pas mal ça l'objectif, c'est de vous apporter des angles, des perspectives différentes, des cours des cloisonnés, super. Je vais continuer de vous lire, je vais poursuivre, mais ça va m'aider à donner des pistes pour la suite. Donc, tout plan pour y arriver, c'est sûr qu'on va faire un petit retour aux bases pour parler le même langage. Donc, quand je parle de CUA, ce que je sous-entends, quel genre d'exemple, quel genre de prétexte j'utilise, encore là, ça peut vous donner aussi des idées de votre côté. Le potentiel de la créativité, donc comment on peut pousser tout ce qui est créativité, ludification, si on veut aussi, dans la salle de classe pour que ça réponde à ce fameux concept-là de la conception universelle de l'apprentissage et finalement, comment le vivre concrètement. Comment dire aux profs, « Hey, écoute, je sais là, que tous ces beaux principes-là, tu les connais, mais j'ai des pistes maintenant pour que tu puisses le vivre dans ta classe avec tes élèves, sans nécessairement t'ajouter du travail, te gruger plus de temps, de la lourdeur, puis le tout dans le plaisir. » Donc, c'est important. D'où ça vient tout ça?
la conception universelle de l'apprentissage. Pourquoi on a ressenti le besoin d'établir une théorie puis des principes autour de ça? Ça vient d'un point de rupture, en fait. C'est pour ça que j'ai mis une petite corde ici. C'est qu'il y a un fameux point de rupture à un moment donné dans le système. Vous allez me dire qu'il y en a plusieurs, mais ça en est un qu'on a identifié entre le budget, les ressources humaines et tout ça, donc les ressources budgétaires, humaines, etc. La pyramide de besoins des élèves. Donc, j'ai utilisé ici le RAI, mais en termes de besoins, autant au niveau des difficultés d'apprentissage que des besoins d'accompagnement affectif, émotif, tout ça, et le fameux temps. Il y a un point de rupture entre tout ça dans le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'un élève, en théorie, dans toute notre belle mentalité de licorne, devrait se rendre du point A au point B dans un laps de temps avec le matériel que je lui donne et en même temps que tous ses collègues. Ça, c'est le monde de licorne. On s'est rendu compte qu'il y a un point de rupture dans un moment où est-ce qu'on utilise le même nombre de temps, le même nombre d'intensité d'intervention, les mêmes ressources humaines, budgétaires, etc., pour accompagner un groupe. Un groupe de personnes, il y a le mot personne dedans. Puis le mot personne sous-entend unicité. Donc, la conception universelle d'apprentissage, c'est ce fameux point de rupture-là. Fait que quand il y a un point de rupture, c'est facile, il faut rattacher les bouts. Comment on fait pour rattacher ces bouts-là? Où est-ce que moi, j'ai du pouvoir? Est-ce que j'ai du pouvoir sur le temps que l'enseignant a pour intervenir avec ses élèves en classe? Peut-être que oui, peut-être que non. Le nombre de temps, non, mais la façon dont il l'utilise, oui. Est-ce que j'ai un pouvoir sur comment l'accompagner dans la fameuse pyramide RAI, sur comment organiser son groupe? Je peux l'aider. Est-ce que j'ai un pouvoir sur tous les élèves qu'il y a dans son groupe puis changer? Pas vraiment. Est-ce que j'ai un pouvoir sur le budget? Est-ce que j'ai un pouvoir sur les ressources humaines? Non. Mais j'ai un pouvoir sur comment utiliser ça. Donc, le but, dites-vous, que c'est de prendre ce point de rupture-là puis de rattacher les bouts. Fait que quand il y a quelqu'un qui arrive en avant de vous ou que vous constatez en observant, en discutant ou avec un mandat que vous avez, puis vous vous rendez compte que finalement, le souci, c'est vraiment l'hétérogénéité du groupe. C'est vraiment le fait que les élèves ne sont pas tous au même niveau. C'est ce qui gruge le plus aux profs que vous accompagnez. Dites-vous, c'est sur quel bout de la corde que moi, présentement, je peux tirer pour que le point de rupture soit le moins détaché possible. Une autre idée qui m'est venue, la fameuse image qu'on utilise pour parler de CUA, c'est souvent le fauteuil roulant qui entre dans un supermarché, la rampe d'accès. On s'est rendu compte qu'on a fait une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant, mais que c'était nécessaire aussi pour les femmes enceintes, pour les jeunes enfants, pour les personnes qui avaient les mains pleines. Personnellement, cette image-là, j'ai toujours un peu un souci avec parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de voir une personne qui nécessitait vraiment de passer par cette porte-là, puis cette rampe-là, puis des gens qui l'utilisaient juste comme ça. Fait que je me suis dit, tu sais, il n'y a pas une façon d'illustrer ça de façon plus respectueuse. Puis j'ai pensé aux sous-titres. Donc, c'est un peu dans la même perspective que les sous-titres qu'on peut voir la conception universelle de l'apprentissage, dans le sens où est-ce qu'on les a mis là pour les personnes qui sont malentendantes. Sauf que moi qui veux apprendre l'anglais, je peux très bien sous-titrer mes films en anglais pour être capable de suivre l'histoire. Moi qui écoute de la musique, mais qui veux tout de même écouter mon émission en même temps, parce que comme je vous ai dit, j'ai un TDA, fait que je fais tout ça, ben j'écoute ma musique puis je lis ce qui se passe dans l'émission en même temps. Des sous-titres, c'est mis là pour une raison, mais ça aide tous les autres. Fait qu'il y a une façon de voir dans notre classe des choses qu'on va rendre disponibles pour certains élèves, mais qui peuvent être utiles pour tous les autres. Le lecteur immersif d'images, par exemple. Les lecteurs immersifs qu'il y a dans les iPads, dans les Chromebooks, dans les ordinateurs pour aider les élèves à lire les paragraphes. Pourquoi c'est pas tout le monde qui pourrait se faire lire ce qui est écrit? Ceux pour qui la lecture, c'est difficile, même s'ils n'ont pas de plan d'intervention ou de limite quelconque, pourraient pouvoir se faire lire parce qu'ils vont y avoir accès plus tard. Donc, c'est d'espèce de soulever le questionnement de pourquoi je ne permettrais pas quelque chose à tout le monde qui aiderait potentiellement tout le monde sans dépasser, bien sûr, les limites du programme, du curriculum. Là. Mais c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre en place qui serait un peu comme mes sous-titres, si on veut. Oui, Christiane. Tu lèves la main? Oui, es-tu là? Oui, je suis là.
OK, non, c'est parce que je vois ton fond d'écran, mais pas toi. OK, là, c'est bon. Et voilà. Honnêtement, là, c'était une erreur de mettre ma main, mais là, je voulais pas te laisser juste à rien Ah, faire. Ça me tentait de vous dire bonjour, c'est ça. bonjour, Christiane, merci. OK. J'adore ça. Donc, tout vient au point où est-ce qu'il y a une variabilité d'apprenant. Donc, vient avec ça une variabilité de choix. C'est un peu comme l'idée de dire, écoute, tu es dans un espace, oui, on a un curriculum à suivre, oui, on a même laps de temps. Ce sur quoi, moi, j'ai du pouvoir comme prof, ce sur quoi vous avez du pouvoir comme conseiller pédagogique, hein, parce que les enseignants que vous accompagnez, là, c'est la même chose, hein, ils ne sont pas tous au même point, ils ne veulent pas tous aller à la même place, puis en même temps. Puis c'est des adultes, hein, c'est encore pire que des enfants, d'après moi, en tout cas. Donc, comme il y a des variabilités d'apprenants, fait que l'idée, c'est de faire des variabilités de choix. Regardez, nous, quand on se forme, on a des webinaires en ligne, on peut les écouter en synchrone, en asynchrone, on a des textes qu'on peut lire, on peut aller en présentiel, en distance, plusieurs choix. Mais on a tous le même temps, puis des objectifs similaires. Parce que chaque élève, là, ça, c'est tout ce qu'il y a comme variabilité de variables d'hétérogénéité. Donc, chaque élève a un processus d'apprentissage, des acquis, des expériences, des caractéristiques biologiques, des besoins particuliers. Ensuite, ils n'ont tous pas les mêmes cadres familiaux, les mêmes cadres scolaires. Puis finalement, les relations, c'est pas tout le monde qui a la même relation avec l'école, avec l'enseignant, puis avec ses amis. Juste ça, c'est tout ce qui fait qu'un élève est différent d'un autre. Comme je vous ai dit tantôt, sur quoi je peux tirer pour que le point de rupture soit le moins intense possible? Là, ce que je viens de faire, là, c'est vous parler de la conception universelle de l'apprentissage puis de vous la décrire en 3 façons différentes. Pourquoi je fais ça? Ça vous donne des angles, des perspectives. Il y a certains enseignants qu'on va accompagner qui, eux, ils comprennent, mais ils vont constamment se battre contre le fait que les classes qu'ils ont sont hétérogènes. Puis ça ne changera pas, ça, tu sais. Fait que c'est d'un peu dire, ben, écoute, on va regarder ensemble à quel point sont différents tes élèves, puis à quel point tu peux travailler là-dessus, tu sais. Sur le fait qu'ils soient différents, c'est pas un frein, tu sais. Ça peut être un levier. On s'en va vers là. Donc, il y a plusieurs façons de l'aborder pour que l'enseignant comprenne à quel point c'est important. Je suis sûre que vous en avez dans vos têtes. Des profs avec qui on s'assit, puis moi, ma job est faite. Là. Moi, j'avais 5 cours pour voir cette matière-là. Moi, je l'ai enseigné, j'ai fait les exercices. Ils ont eu de la rétroaction. S'ils ne réussissent pas l'examen, c'est leur problème. Moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que vous entendez des enseignants dire ça, mettons? Non? Ça n'existe pas en Ontario, ça? Donc, c'est comme, hein, mon curriculum, check, 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 j'ai bien fait mes affaires. T'as peu, man. Il y a quand même quelque chose que tu peux prendre en compte qui ne te rajoutera pas plus d'ouvrages, puis des fois, c'est juste des faire réaliser. L'idée d'environnement capacitant, c'est une autre idée que vous pourriez mettre en place, comme aujourd'hui, je peux créer un environnement capacitant avec vous. Environnement capacitant, c'est de faire en sorte que les ressources soient au service de l'apprentissage. Si il fait, bien, écoutez, on n'a pas toujours de poids là-dessus, mais s'il fait 35 degrés dans ma classe, qu'on est tout entassé, puis qu'il faut que je t'apprenne comment faire de la division de fractions, ça se peut-tu que tu n'apprennes pas? Ça se peut que tu n'apprennes pas. Hein? J'ai rien contre la division de fractions, là, Justin, là, c'est vraiment parce que c'est ça qui m'est venu en tête, parce que c'est très difficile. Donc, l'environnement capacitant, c'est d'optimiser la possibilité d'apprendre. Je suis sûre qu'ici, je ferai le tour, puis de quelle façon vous apprenez le mieux? Il y en a que c'est en lisant. Il y en a que ça va être assis, il y en a ils ont besoin de bouger. Moi, j'ai un élève, là, James, qui s'appelait, là, il avait des notes là, de fou, il comprenait vraiment rapidement, mais James, là, il était comme ça, tout le temps, de même. Puis, il n'était pas capable de rester assis sur une chaise. Fait que je l'ai installé dans le fond de ma classe, puis j'avais acheté une balle qui ne fait pas de bruit, puis il jouait avec sa balle de même. Mais comme ça, il était capable de rester focus, puis d'arrêter de bouger, puis là, que ça faisait grinch la chaise, boum, le bureau, puis là, le crayon, puis on n'entendait pas sa balle, puis il était en arrière. Puis là, il y a des élèves qui disaient « Ah non, moi aussi, c'est pas juste! Vas-y, voir combien de temps tu vas t'offrir, toi, à faire ça de même pendant que je parle, puis essayer de comprendre ce que je dis. Ça dure pas longtemps, là, tu sais. » Donc,
C'est juste de dire dans quel point l'environnement que je crée permet aux élèves d'apprendre. Est-ce que c'est capacitant? Est-ce que la façon dont ma classe est positionnée? Est-ce que je leur permets de bouger? Est-ce que papier et crayon, c'est vraiment juste ça qu'il y a de pertinent dans la façon qu'on a de travailler? Ou est-ce que ça se peut que le numérique, en ce moment, soit pas pertinent dans ce que j'ai à travailler? Environnement capacitant égale mettre les chances égales du point de vue des outils, puis de comment c'est créé dans ma classe pour que tout le monde puisse apprendre, mais sans que ça modifie le temps que ça prend ou encore la façon dont les autres élèves apprennent. Par exemple, il y en a qui apprennent, je ne sais pas c'est quoi les règlements chez vous. Dans mon école, nous, les élèves avaient le droit d'avoir des écouteurs parce qu'ils écoutaient des vidéos sur leur iPad. Il y en a qui se mettaient de la musique. Ils faisaient leur travail avec de la musique sur les oreilles. Puis il y en a qui n'en voulaient pas de musique, fait que d'autres n'en mettaient juste pas. Mais moi, si j'avais décidé que j'en mettais dans ma classe puis que tout le monde en avait eu, est-ce que j'aurais été dans un environnement capacitant? Pas vraiment. Fait qu'il y a aussi la posture de dire, c'est sûr que j'étais avec des élèves secondaires, donc des élèves de 7, 8, 9e année. Fait que, puis c'est aussi de dire, hey, est-ce que tu as l'impression que tu es concentré quand tu as de la musique sur les oreilles? Ça avance pas bien, hein? Peut-être que c'est pas fait pour toi, ça. Donc, d'apprendre aussi comment de créer des environnements comme ça où est-ce que l'élève a des choix, ça peut l'aider aussi à comprendre comment lui apprend à se connaître comme apprenant. Puis quand il se connaît comme apprenant, la plupart du temps, après ça, il réinvestit pour que ça aille bien parce qu'il veut avoir du plaisir à l'école. Il n'y a personne qui va à l'école puis qui ne voudrait pas avoir de plaisir. Donc, de rendre ça accessible à tous, ça peut être pertinent. J'ai utilisé l'intelligence artificielle Napkin AI. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. Donc, c'est napkin.ai. Le petit logo est ici. Vous mettez un texte là-dedans et il vous génère des images qui résument le texte. Et vous choisissez l'image qui fait le plus de sens. Les principes de la CUA, il y en a 3. Donc, il y a 3 choses qu'on peut mettre en place pour que ça soit respecté dans une classe. Tout d'abord, l'engagement par le choix. Donc, on va donner des choix aux élèves. Les représentations variées, donc on va fournir du contenu de différentes façons. Vidéo, exposition, exposé plus magistral, travail d'équipe. Et finalement, option d'expression. Est-ce que les élèves, ils peuvent juste me montrer qu'ils ont appris en faisant un examen à 2 heures le vendredi? Ou ils peuvent aussi me le montrer avec des capsules audio. Ils peuvent-tu me le montrer avec une prise de parole, une conversation? Est-ce que je peux les observer? Puis là, tous les beaux principes de triangulation peuvent entrer en ligne de compte. Donc, ça, c'est les principes de la CUA. J'ai fait un petit diagramme comme ça, mais vous pouvez aussi utiliser l'image pour illustrer ça comme un fameux chemin. Quand tu prends la route, moi, des fois, ça m'arrive, tu sais, je prends la route, je m'en vais magasiner, mettons. Puis, à côté de moi, il y a quelqu'un dans son auto. Pourquoi il a fait le choix de cette voiture-là? Pourquoi il n'est pas en bus? Pourquoi il ne va pas à pied? Pourquoi il est sur la route? Puis, c'est quoi sa destination finale? C'est un peu ça aussi, les principes de la CUA. De dire, c'est quoi exactement que je cible? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est proche? Ensuite, comment je vais m'y rendre? C'est quoi la meilleure façon pour moi de m'y rendre? Et finalement, pourquoi est-ce que j'y vais? Ça, c'est un peu les principes de dire qu'est-ce que l'élève peut utiliser de différent pour apprendre et mettre en place des stratégies que celui-ci peut réutiliser aussi. C'est beau ça, Laurie, hein? Mais là, tu m'avais dit que ça allait être concret. OK, on y va. Là, je vous parle de créativité. J'ai l'impression que la créativité, c'est une des portes d'entrée où est-ce qu'on peut facilement aller dire à l'enseignant, OK, attends un peu. Mais si tu laissais un peu de place à l'élève pour qu'il te montre qu'il a appris de façon un peu plus créative. Puis là, j'ai des exemples aussi. La créativité, selon Steve Jobs, c'est de relier des choses entre elles. Ce qu'on veut savoir là, quand on fait une activité avec les élèves, on veut savoir s'ils ont appris, là, c'est s'ils font les bons liens. On s'entend? C'est de dire, OK, je te pose une question. Est-ce que tu vas aller chercher les bonnes connaissances? Est-ce que tu vas mobiliser les bonnes compétences au bon moment? Est-ce que tu fais les bons liens avec ce que tu as appris? Mais il faut que j'y laisse de l'espace pour qu'il le fasse. Est-ce qu'il faut toujours que j'y dise exactement comment il doit se rendre? Quand on laisse de l'espace créatif aux élèves, ils ont plus de facilité à s'engager. C'est aussi une façon de faire de la différenciation.
parce que c'est pas tout le monde qui va être créatif de la même façon au même moment. Tantôt, là, quand je vous ai demandé de me montrer c'était quoi la CEA pour vous avec des images puis des dessins. Si je vous avais dit, montrez-moi c'est quoi la CEA de la façon que vous voulez, vous auriez fait appel à OK, à peu. Elle veut que je montre ça. Ben moi, c'est sûr. Vous êtes des adultes, vous avez de l'expérience d'apprentissage. OK, ben je vais prendre la parole. Fait que comme ça, ben, puis moi, ben, mettons, Caroline, elle a trippé sur mon petit dessin. Elle aurait pu continuer à faire mon petit dessin, mais j'aurais quand même eu tout ce que je voulais. Puis vous autres, ben, vous auriez été engagés parce que vous auriez senti que vous aviez un pouvoir de choix. Puis finalement, bien, on s'entend qu'avec le numérique, puis la créativité, la résolution de problèmes, c'est une des compétences du 21e siècle parce que là, on le dit, puis c'est prouvé, puis je pense que même si on n'est pas d'accord, ça va être ça pareil. Présentement, on forme des enfants à un monde qu'on ne connaît pas, puis qu'on le sait qu'on ne connaît pas. Donc, la meilleure façon d'aider les adultes et les enfants à faire face à ça, c'est de les engager dans des démarches où est-ce qu'ils doivent mobiliser des connaissances, des compétences dans des situations qu'ils ne connaissent pas. Fait que plus c'est encadrant, moins c'est efficace pour le développement de la compétence. Est-ce qu'au début de l'apprentissage, si on vient à la fameuse taxonomie de Bloom, ou est-ce que là, l'élève, il parle connaissance, compréhension, même l'enseignant, c'est le temps là, de le mettre dans une tâche bien gros créative? Pas du tout. Là, on est en accompagnement. Là, on veut qu'il apprenne puis qu'il mobilise au bon moment, puis on y explique comment mobiliser. Mais plus tard, là, plus que l'année va avancer, plus que le chapitre va avancer, plus que la séquence va avancer, c'est le temps là, de le mettre dans un environnement créatif où est-ce que là, il peut mobiliser vraiment les compétences, les connaissances de la façon qu'il veut. Et là, ben, ça peut nous donner une vue assez fidèle de ses apprentissages. Et là, on arrive à quand l'intelligence s'amuse. L'intelligence qui s'amuse, c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Puis la créativité, c'est de relier les choses entre elles. Si on rend les tâches qu'on donne aux élèves, si on rend les parcours qu'on donne aux enseignants un peu plus ouvertes, un peu plus personnalisées à eux, qui ont plus d'espace créatif, ils vont y trouver du plaisir. On les encadre pas. En fait, ils sont encadrés, mais dans une boîte qui est un peu plus ouverte. Ils peuvent faire appel à ce qui leur ressemble. Ça revient à établir un peu le terrain de jeu. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, le terrain de jeu, c'est une image que j'utilise souvent. Le terrain de jeu, vous êtes-vous tous déjà amusés dans un parc avec vos enfants, vous-même? Dans un parc, il y a plusieurs modules. Il y a des balançoires, tu peux grimper, il y a des glissades. Il y en a qui aiment faire les glissades, il y en a qui n'aiment pas ça. Quand tu vas jouer dans un parc, tu vas rencontrer des enfants que tu connais. Il y en a que tu ne connaîtras pas. Ça va peut-être te faire le meilleur ami du monde pour la journée. Il y a des choses que tu peux changer, mais il y a des choses que tu ne peux pas changer dans le parc. Tu ne peux pas changer le temps que tes parents vont te laisser jouer. Hein, tu as 20 minutes pour jouer, là, Sandra. Là. Après ça, on s'en va à la maison, c'est le temps de souper. Tu ne peux pas changer les modules qui sont là. Tu ne peux pas changer la bordure. Tu ne peux pas changer l'état du sol. Tu ne peux pas changer la météo. Tu ne peux pas... En fait, tu ne peux pas changer la structure. Ce que tu peux changer, c'est comment tu l'utilises. C'est de rendre les élèves un peu à ce point-là, puis les enseignants à ce point-là. Moi, dans un parc, je n'étais jamais dans le module. J'étais sur le module. Il y a des élèves qui sont comme ça. C'est dangereux, mais il y en a qui sont habiles. Il y en a qui vont faire la glissade plein de fois. Il y en a qui vont monter dans les escaliers. C'est quoi le terrain de jeu des élèves? C'est quoi le terrain de jeu de l'enseignant? Comment établir les limites qui ne changeront pas et comment établir les limites qui vont changer? Avec les élèves, c'est un peu ça, de dire, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de savoir si tu es capable de m'écrire une situation initiale dans un récit d'aventure en français. Pour ce faire, je te donne l'option de le faire avec un papier ou un crayon ou de t'enregistrer verbalement, parce que moi, mon objectif, c'est de savoir si tu es capable de me faire une situation initiale, si tu comprends le contenu de cette situation initiale-là. En quoi tu es obligé de l'écrire au début de l'apprentissage? Ton terrain de jeu, les limites, c'est l'objectif d'apprentissage. C'est le contexte de classe, c'est les outils qu'on a. Mais la façon que l'élève a de le montrer, là, c'est pas vrai qu'on est obligé de le mettre dans le contenant. On peut le mettre dans un aspect un peu plus créatif.
Oui, Laurie, concrètement, les tâches qu'on donne. Le genre de tâches qu'on va donner autant aux enseignants qu'aux élèves. Les boîtes fermées, les boîtes ouvertes. Donc, boîte fermée, boîte ouverte, je vous donne un exemple ici. Ça, c'est quelque chose que je faisais versus quelque chose que je faisais par après. On voit les formes de tourisme en géographie en secondaire 1 ou 2. Je me souviens pas, mais ça a été 1, puis à un moment donné, c'est devenu 2, là, ça a changé un peu. Fait que moi, ce que je faisais aux élèves, je leur donnais ce tableau-là. Moi, ce que je voulais valider avec ce tableau-là, c'est si l'élève comprenait les différentes formes de tourisme, s'il était capable de me définir c'est quoi le tourisme balnéaire, tout ça. Fait que je donnais ce tableau-là, puis il y avait la description dans le milieu. Puis lui, il fallait qu'il trouve le mot associé à ça, puis une image. Est-ce que cet exercice-là me donnait vraiment le portrait de ce que je voulais? Il fallait qu'il me trouve une image de plage, puis il y avait un iPad. Il peut simplement écrire tourisme de plage, puis là, il sortait le mot balnéaire. Fait que dans le fond, j'évaluais la capacité de recherche sur leur iPad de mes élèves. Là, ben, quand il y avait tout bon, ben, j'étais contente. Je me disais, j'ai bien fait ma job. Après ça, je me suis dit, attends un peu, là. C'est vraiment pourri cet exercice-là pour ce que je veux évaluer. Je vais leur donner un peu plus d'espace. Je vais leur demander de me faire un croquis-notes. La consigne, c'était, je veux que tu m'expliques les différentes formes de tourisme. Donc, il y en a 4, ou 5, ou 6. Ici, il y en avait 4. Je voulais qu'ils m'illustrent les formes de tourisme qu'on avait vues dans le cours. Écoutez, ça fait quand même un petit bout. Puis, j'avais laissé, OK, tu peux m'enregistrer une capsule audio, tu peux me faire un croquis-notes, tu peux me faire une description écrite. Mais moi, ce que je veux, c'est que dans 20 minutes, je veux savoir c'est quoi les formes de tourisme selon toi. Hey, j'ai eu des affaires. J'ai eu des enregistrements vocaux sur leur iPad avec leurs écouteurs. J'ai eu des croquis-notes comme ça. Donc, l'élève est parti d'une page blanche puis il m'a dessiné les mots, tout ça. C'est sorti de sa tête à lui. C'est-tu plus fidèle que si j'y avais donné la fameuse feuille? J'ai bien plus un portrait. J'avais le même contenant. On était tous dans la même classe. On avait les mêmes outils. On avait le même nombre de temps. Mais j'ai laissé l'aspect créatif aux élèves. Est-ce que j'en suis arrivée à faire ça de même? Pas du tout. Au début, on a travaillé le croquis-notes, on a travaillé l'enregistrement audio, comment structurer quand tu enregistres audio. Tu fais-tu juste ouvrir ton micro puis tu me parles, puis là, tu fais du coq à l'âne? Non, non, non. Là, tu te fais un plan. Donc, on a pratiqué les différentes façons de me prouver que tu as appris. Puis après ça, tu peux faire un choix. Ah, le choix fait partie clairement des aspects de la CUA. Il fait partie aussi de tout ce qui favorise la motivation, l'engagement et la créativité des élèves. Donc, tous ces beaux principes-là peuvent se vivre facilement dans la façon d'organiser les tâches. Après ça, dans la façon de se rendre à l'objectif, dans la diffusion de l'objectif. Je n'ai pas juste dit aux élèves, fais-moi un croquis-notes sur le tourisme. J'ai été claire. Mon objectif aujourd'hui, c'est de voir si tu es capable de me dire et de m'illustrer les différentes sortes de tourisme. C'est ça l'objectif d'apprentissage que je veux aller chercher avec toi. La façon de te rendre, bien là, on a écouté une vidéo, on en a parlé ensemble, on a vu des exemples, on a associé des images. Il y a plusieurs façons là, de se rendre à l'atteinte d'un objectif, mais il faut que l'objectif soit le même pour tout le monde et qu'il soit clair et enseigné. Après ça, la façon de se rendre, c'est là qu'on va aller jouer avec nos tâches à boîte. Donc, est-ce que c'est une boîte ouverte? C'est-à-dire que l'élève peut sortir du contenant pour aller chercher ce qu'il a de besoin ou je l'encadre. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le choix d'encadrer. En sciences, par exemple, la démarche scientifique pour arriver à faire une expérience, le laboratoire. C'est sûr que je n'ai pas le choix de l'encadrer, mon élève, là. Il y a une question de sécurité, il y a une question d'utilisation de matériel. Mais ça fait partie de l'objectif à atteindre puis de la démarche à faire. Peut-être que là, la créativité va arriver plus dans la façon de me montrer son rapport. Est-ce qu'il peut faire des dessins? Est-ce qu'il peut enregistrer des capsules vocales? Puis là, le numérique vient vraiment nous aider là-dessus. Puis ça, bien, ça nous apporte, bien sûr, à parler de la posture. Si vous abordez tous ces éléments-là avec vos profs, puis là, vous dites, ah oui, c'est beau, hein, mais c'est sûr que toi, si ton genre, c'est d'être en avant 60 minutes puis de parler, ça se peut bien que l'aspect créatif passe sur le bord, là. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux changer dans ta façon d'agir? Qu'est-ce que tu vas demander à tes élèves de changer dans leur façon d'agir en classe pour qu'on arrive à ce consensus-là? Ou est-ce qu'on se laisse de l'espace
pour justement faire en sorte que les apprentissages soient plus différenciés. Est-ce qu'il y a des élèves la posture de l'enseignant, est-ce que c'est un enseignant qui tire ses élèves vers le haut ou c'est un enseignant qui va attirer ses élèves vers un objectif? Est-ce qu'il y a de l'espace pour la discussion? Ou est-ce que je suis plus magistrale? Ou encore, je suis un peu des trois, mais je choisis stratégiquement à quand? Donc, ça revient un petit peu aussi à la planification, l'importance de la planification. Planifier, c'est pas seulement prendre son curriculum, prendre son agenda, puis dire ce que tu vois chaque jour. La planification, c'est aussi de se dire à quel moment je vais prendre la parole, à quel moment je vais laisser les élèves prendre la parole, puis à quel moment j'ai besoin de leur laisser plus de place à travers toute la séquence que je suis en train de faire pour être certain qu'ils sont en train de développer leurs compétences ou de développer les connaissances nécessaires. Le curriculum, ce n'est pas une checklist. Tu n'es pas un bon enseignant si tu le passes au complet. Tu es un bon enseignant si tu le connais, si ton intention, c'est que les élèves apprennent. Mais tu es un bon enseignant si tu planifies les séquences d'apprentissage pour que les élèves apprennent ce qu'il y a dans le curriculum. Pas juste si tu leur dis tout ce qu'il y a dedans, parce que ça ne veut pas dire qu'ils l'apprennent. Je vous laisse réfléchir à ça. Je sais que vous êtes d'accord, mais des fois, c'est juste comment qu'on l'apporte à l'enseignant, ça. On en a parlé tantôt. Concrètement, je me suis demandé, l'intelligence artificielle, elle peut peut-être m'aider avec ça? Donc, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle dans ce genre de contexte-là. J'imagine que vous avez eu une conférence ce matin avec M. Tremblay à ce sujet. Donc, de comment l'intelligence artificielle peut être intéressante à utiliser dans un contexte. Personnellement, quand j'arrive dans une situation complexe où je suis en résolution de problème, genre, il faut que je monte une conférence, genre, j'ai différentes activités à créer, puis je ne sais pas trop par où commencer. Lui, là, moi, j'ai plein d'idées, mais lui, il gère des données. Fait que je lui donne toutes les données que j'ai dans ma tête, là, puis je lui dis, hey, organise-moi dans ça pour m'aider un petit peu, là. Donc, lui, là, c'est mon assistant. Fait que j'y ai demandé, agis comme un directeur de service pédagogique d'un conseil scolaire en Ontario au Canada. Je suis un conseiller pédagogique en Ontario. Les enseignants que j'accompagne veulent appliquer davantage les principes de la CEA dans leur pratique, mais se demandent par où commencer. Propose-moi 3 prises concrètes ainsi que des ressources pour les appuyer. Donc, diversifier les moyens. Ils m'ont sorti 3 éléments avec des ressources. Quelque chose du CFORP, ça veut dire qu'il a vraiment pris en compte. Quand j'écris l'Ontario, d'habitude, quand on dit d'où on vient, il en prend compte. Donc, il y a plusieurs pistes. Fait que vous auriez pu dire, par exemple, j'ai un conseiller pédagogique en mathématiques. Mes enseignants se plaignent de l'hétérogénéité de leur classe. J'aimerais davantage parler de CEA avec eux, mais sans nommer les principes. Donc, vous pouvez brainstormer avec l'intelligence artificielle sur certains principes, puis ça va vous donner des pistes pour pouvoir, par la suite, les réinvestir. Est-ce que vous allez prendre ça, dire « OK, c'est beau, j'ai ma recette, je le fais. » Ben non, c'est juste des idées. Comme aujourd'hui. Allez-vous dire tout ce que, répéter tout ce que je dis, pas du tout, là. Ça se peut que j'aie dit juste une affaire qui va vous aider, mais moi, je vais être contente. C'est bien correct. Je n'étais pas là, comme je vous ai dit, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris. Moi, je me suis juste assise et j'ai juste réfléchi à me dire, c'est un beau principe, c'est un beau concept, comment on peut le faire vivre en classe, puis pourquoi c'est encore pertinent qu'on en parle? C'est parce que j'ai l'impression que plus que la vie avance, plus que la technologie évolue, plus que les jeunes changent, plus que tous ces beaux principes-là, il faut toujours y repenser parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs à prendre en compte, des nouvelles considérations à chaque fois. Fait que ça, c'est une piste aussi de dire l'intelligence artificielle peut peut-être m'aider. Donc, tu sais, je parle avec mes profs, je leur parle des différentes tâches, je leur parle de l'importance d'enseigner les objectifs, je leur parle de la posture. Hey, mais tes élèves, vont-tu travailler en équipe à un moment donné? Toi, à quel moment tu fais du magistral? Toi, à quel moment tu vas être davantage en posture d'accompagnement, de guide? Donc, qu'est-ce que tu vas proposer à l'élève pour qu'il soit engagé, créatif? Est-ce que tu veux varier tes tâches? Puis après ça, de dire, tu ne sais pas trop par où commencer? Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble avec l'intelligence artificielle ce que l'intelligence artificielle pourrait te proposer? Il n'est pas seul, l'enseignant. Vous êtes là. Puis cette machine-là aussi. Je ne peux pas passer à côté. Ça fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place pour aider notre monde puis pour que les enseignants s'aident d'eux autres aussi. Petite gorgée d'eau. Après ça, concrètement, dans vos accompagnements en tant que conseiller pédagogique, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent quand vous enseignez, quand vous accompagnez les profs? Je sais que vous en faites déjà plein d'affaires merveilleuses.
Moi, ce qui a toujours le plus fonctionné avec moi, c'est les conseillers pédagogiques qui fonctionnaient en classe inversée quand j'étais enseignante. C'est-à-dire qu'ils nous envoyaient des contenus, là, mettons, lis ça, écoute cette vidéo-là, réponds à ces questions-là, puis on se voit la prochaine fois. Ça, là, ça fonctionnait. Là, je m'engageais, j'avais hâte de voir c'était quoi, puis j'étais vraiment engagée parce que c'était mon genre. Mais j'ai des collègues qui haïssaient ça, avoir de la job à faire avant la rencontre. Ils étaient là, moi, je veux juste m'assurer qu'elle me dise ce qu'il faut que j'apprenne, puis je vais l'apprendre, tu sais. Mais moi, je ne le réinvestissais pas. Parce qu'après 15 minutes, j'étais comme, ah, un papillon. Tu sais, ça me prend un engagement avant. Optimiser les espaces et l'environnement. Est-ce que quand vous donnez une formation, vous êtes dans une salle sur le long? Est-ce que les enseignants ont le droit de se lever debout? Est-ce que c'est en ligne, mais c'est juste magistral toute la journée? Qu'est-ce que vous pouvez créer comme espace qui favoriserait tout le monde le mieux possible? On s'entend, là? Du café, ça marche tout le temps. Hein? Du café, là, ça marche tout le temps. Puis, offrir des plateformes de partage et d'échange. On se crée des canal Teams. C'est merveilleux, mais est-ce que dans ce canal Teams-là, une fois de temps en temps, il pourrait y avoir des rencontres comme ça, là? Hey, ponctuellement, ceux qui n'aiment pas trop écrire dans le Teams, mais qui aimeraient plus parler, on se crée-tu un canal où est-ce qu'on se branche une fois par semaine, puis c'est une rencontre qu'on jase ensemble des défis autour. Par exemple, cette semaine, ça serait sur les difficultés à intégrer les élèves avec des différences physiques ou peu importe. Donc, cette semaine, c'est la causerie. On a un canal Teams pour en parler, mais on a aussi la causerie comme ça. Est-ce qu'on peut partager aussi des ressources à lire, à écouter? Qu'est-ce que je fais pour accompagner mon monde qui peut être différencié puis favoriser la créativité de ceux-là puis prendre en compte tous les principes de la CEA parce que vous aussi, vous accompagnez des gens. Donc, ça s'applique aussi à votre travail. En tant qu'enseignant, utiliser des plans de travail où est-ce que l'élève peut avancer à son rythme selon différents éléments, toujours en gardant en tête l'importance d'associer chaque élément du plan de travail à un objectif d'apprentissage. Les plans de travail, ce n'est pas une liste de tâches à faire. Un plan de travail, c'est structuré en fonction des compétences et des connaissances à développer. Si jamais vous voulez qu'on en parle, vous pouvez m'écrire par la suite. Là, j'avais développé un modèle qui était basé sur les objectifs. Chaque élément à faire dans le plan était associé à chaque objectif, puis l'élève devait s'auto-évaluer à la fin pour être sûr que quand l'élève fait, par exemple, la page 12 du cahier, il sait que c'est pour être finalement capable de faire sa fameuse addition de fractions. Et pas juste faire la page 12. C'était quoi la page 12? Ben, je ne sais pas, c'était la page 12. Optimiser les espaces et les environnements, pareil avec les élèves, puis prendre des traces d'apprentissage en cours de parcours, la fameuse triangulation. Donc, permettre à l'élève de nous montrer qu'il a appris, mais pas juste à des moments ponctuels. Se créer des outils pour nous aider à prendre des traces. Même chose, on a des ressources à l'école branchée pour vous aider à parler de triangulation avec vos élèves. Via le CFORP, vous êtes abonné à la revue de l'école branchée, vous avez tout accès. Puis, il y a plusieurs éléments dans la revue que vous pouvez aller consulter à ce sujet-là si jamais ça vous intéresse d'en parler davantage. Si c'est un enjeu que vous avez avec votre monde, le fait de prendre des traces autres que l'examen, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez répandu. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Quand l'intelligence s'amuse, avez-vous l'impression que tout ce qu'on a nommé, ça peut éventuellement impliquer davantage l'élève, impliquer davantage le prof, puis qu'éventuellement, ils tirent un peu de plaisir à faire leurs tâches? Que ça ne soit pas juste la checklist du curriculum, que ça ne soit pas juste d'être devant ta classe à essayer de te dire « Oh mon Dieu, j'ai plus de temps. » Non, laissez de l'espace. Laissez les élèves nous surprendre par la façon qu'ils vont nous montrer qu'ils apprennent parce que s'amuse, là, ça veut dire que ça n'a pas tout à être difficile pour avoir de la valeur. Ça n'a pas besoin d'être toujours difficile, puis d'être surprenant, puis d'être non. Pour avoir de la valeur, il faut que ça soit pertinent et cohérent avec ce qu'on demande. C'est ça qui a de la valeur. C'est quand c'est pertinent et que c'est cohérent. C'est pas quand c'est difficile. C'est là qu'il va se trouver le plaisir. Il n'y a personne qui a du plaisir quand il se casse la tête. Donc, c'est pour ça que je dis que la CEA, c'est une question de plaisir en soi. C'est de laisser de l'espace à l'élève, à la créativité des élèves, au terrain de jeu. Donc, ça n'a pas besoin d'être difficile pour avoir de la valeur. Fait que je pense que je suis dans mon temps. Je peux prendre 5 minutes de questions, de commentaires. Et M. Denis a déposé dans le clavardage là, un petit sondage, si ça vous tente d'aller répondre pour l'appréciation de l'atelier. J'espère que ça vous a donné les fameux angles dont je vous parlais au début. Je n'ai pas vous parler de CEA dans le sens où on parle aujourd'hui, je vais vous raconter c'est quoi.
C'était plus pour vous présenter différentes façons de l'aborder puis de l'apporter sans que ça soit lourd. Donc, j'espère avoir atteint mon objectif, puis je vous écoute ou je vous lis si vous voulez, mais merci vraiment beaucoup. Je voyais de même, vous opiniez du bonnet. Fait que j'avais, OK, c'est bon, ça va, je dis pas trop de niaiseries. Donc, j'ai 5 minutes si vous voulez prendre la parole ou écrire, je vous lis. Il ne faut pas se gêner là, pour poser des questions à Laurie. Non, pas du tout. Je pense pas que je suis gênante, là. Oui, Caroline. J'aime beaucoup ce que tu nous partages parce que dans le fond, tout ce que tu dis tourne autour de générer des émotions positives. Puis on sait que quand l'élève ressent une émotion positive, c'est là que l'apprentissage colle. Sinon, ça part. Alors, Exactement. Il faut laisser l'intelligence des élèves s'amuser. Fait qu'il faut créer un environnement capacitant pour ça. Puis, ben, tant mieux. Je suis contente que tu aies saisi ça. C'est un peu l'objectif de mon message. merci. Ah, merci pour l'énergie. Oui, j'essaie de ne pas rendre ça trop bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de la conception. Donc, je suis contente si vous avez trouvé que c'était quand même dynamique là, malgré la distance. Parce qu'on est quand même loin. Moi, je suis en Beauce. Fait qu'on est à quelques heures de route. Il vous reste Surtout encore avec quelques... ton petit vélo, ça serait long, là. Ah, mon Dieu, oui. Ah, mais je serais game, par exemple. J'en ai un vélo, puis j'en fais pas mal. Pas là, mais ça pourrait être un objectif, ça, venir vous voir en vélo. Ça serait bon. Je vais vous laisser aller à vos prochains ateliers. Donc, vous avez encore un autre après? 1, 2, 1? Il reste une série d'ateliers, puis il reste une conférence de fermeture à 16 heures. Donc, un gros merci, Laurie. Ben, merci à vous, c'était super. Puis, ça fait un plaisir, au plaisir de vous recroiser. Puis, je vous ai donné des petites pistes, là, plan de travail, triangulation. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous êtes capable de trouver mes coordonnées sur le site de l'École branchée. Écrivez-moi, on peut en parler. Il y a un service après-vente. Sandra, tu as ouvert ton micro? Oui, je voulais juste te dire merci. Ah, ben merci à toi. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, puis je pense que les gens ont apprécié autant ton message que ta façon de le livrer. Donc. Ah, bon, ben c'est vraiment un beau commentaire, ça, je vais le prendre. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. À la prochaine. Salut. Bye.